Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Il y a des régions du monde où on vit de façon exceptionnellement élevée. La longévité, l'espérance de vie, c'est là où on trouve beaucoup de centenaires et qui de mieux que Éric Simard qui est de retour en ondes d'un beau voyage de pêche pour nous parler de ces fameuses zones qu'on appelle, pourquoi on les appelle les zones bleues, Éric? En fait, Isabelle, on les appelle les zones bleues parce qu'à l'origine, c'était des démographes et, un universitaire, un démographe qui travaillait sur la question de l'évaluation des taux de centenaires par 100 000 habitants de par le monde. Et ils ont encerclé des régions sur la carte, tout simplement, avec un crayon bleu, disant que dans ces régions-là, on a des niveaux extrêmement élevés. Là, c'est intéressant, Isabelle, de peut-être mentionner à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un niveau élevé? Au Canada, comme élément de référence, là, on a environ 17 centenaires par 100 000 habitants au Canada. OK. Si on s'en va au Japon, le pays dans le monde qui a la moyenne de la longévité la plus élevée, tout pays confondu, on a 34 centenaires, le double environ, des centenaires par 100 000 habitants. Je pensais que c'était quand on arrive à Okinawa, une des blue zones, justement, des zones bleues à Okinawa, là, on est à 67 personnes par 100 000 habitants. OK, on parlait de 17 pour le Canada. À Okinawa, on est à 67. Et là, il y a eu des régions de par le monde, en fait, qui ont des niveaux beaucoup plus élevés que ça encore, comme en Sardaigne, une petite région, en fait, de l'Italie, où là, pour 18 000 habitants, on avait 90 centenaires. OK, parce qu'il y a juste 18 000 habitants. Là, tu as préparé une carte pour nous, des zones bleues, justement. On va les voir à l'écran. Il y en a qu'on connaissait, Okinawa. Mais tu vois, la Sardaigne, j'aurais pas pensé. Moi, je suis allée en Sardaigne. C'est vrai que le mode de vie est exceptionnel. C'est très, très relax. On a aussi une région des montagnes du Costa Rica. Là où j'ai été surprise, c'est la région de Loma Linda en Californie. Oui, puis c'est ma préférée, je te dirais, pour une raison fort simple. Parce que quand on regarde d'un point de vue historique, toutes les études qu'il y a eu sur les régions avec beaucoup de centenaires, parce qu'il y a eu d'autres villes en passant de l'Italie qui ont été soumises, entre autres, par Walter Longo. Là. Quand on arrive à Loma Linda, c'est que c'est un secteur qui était pas isolé, en fait, du reste du monde, comme les autres secteurs l'étaient. Tu sais, la région du Costa Rica, c'est une région éloignée. La Sardaigne, la région de la Grèce, c'est une région qui était isolée. L'Okinawa aussi, c'est une île. Loma Linda, qu'est-ce qui s'est passé pour que là, on ait une population? C'est que pour réussir à avoir un impact très significatif, parce que des centenaires, on en voit partout dans le monde, puis ils vivent généralement tous à peu près de la même façon, hein. C'est que pour réussir à avoir une statistique plus élevée, il faut que toute la population de la place vive de la même façon. Et là, Loma Linda, c'est dû justement à une religion. C'est des gens qui, pour respecter leur religion, la culture de leur peuple, en fait, vont vivre exactement de la même façon. C'est les Seventh-day sont végétariens, Seventh-day Adventists. Oui, c'est ça. On les appelle l'Église adventiste du 7e jour, si on veut être précis. Ils sont majoritairement végétariens, mais ils vont quand même manger un peu de viande à l'occasion, un peu comme les gens aussi. La région de Sardaigne en Italie, c'est la même chose. Ils vont manger de la viande à peu près une fois par semaine. Okinawa vont manger du poisson, de la viande très rarement, souvent de la viande blanche. On a à peu près tout le même profil. C'est des gens qui ne prennent pas d'alcool, ne fument pas. Ça fait que du même coup aussi, ils sont relativement actifs. Mais honnêtement, ces facettes-là qu'on discute beaucoup, je pense pas que on a la carte justement devant nous, Éric, là, où on voit très bien les zones. Moi, ce que je vois, notamment, j'étais surprise de voir qu'il y a une différence entre Okinawa puis le Japon qui est quand même importante. C'est qu'on dit, c'est des zones qui sont isolées. Donc, on n'a pas accès à l'alimentation transformée. Donc, c'est des aliments de base qu'on cuisine qui sont pas transformés. C'est-tu une partie de la réponse? Est-ce qu'elle se trouve dans l'assiette? Oui, il y en a une partie qui se retrouve dans l'assiette, c'est évident, mais d'après moi, c'est pas le facteur le plus important, en fait, Isabelle. Le facteur le plus important, d'après moi, vient plus de leur engagement de façon générale, différents types d'engagement. L'engagement social, leur engagement envers la vie, tout simplement, c'est des gens qui ont un but en tant que tel.
Mais quand tu es retraité, qu'est-ce que tu veux dire un but dans la vie, par exemple? Tu as 90 ans, là, tu as un but dans la vie, c'est quoi le but, par exemple? Écoute, il y a un article qui a été écrit par Eugénie Francoeur dans Le Devoir en 2007, je crois. Là, c'est assez facile à trouver sur Internet, là. Qui présentait justement des commentaires des centenaires qu'elle a pris à Okinawa. Puis ça permet justement de bien prendre connaissance de qu'est-ce que c'est que leur engagement en tant que tel, qu'est-ce que c'est que leur état d'esprit, en fait, à ces gens-là. Tu as donné un exemple, Isabelle, une dame de 104 ans qui avait été interviewée à l'époque par Eugénie Francoeur, qui était à l'époque journaliste pour Radio-Canada, lui avait répondu que la raison pour laquelle elle était encore vivante aujourd'hui à 104 ans, c'est qu'elle était heureuse et qu'elle a toujours été heureuse. Et la dame se levait à tous les matins pour aller mettre des clémentines dans des boîtes au marché, en étant très fortement convaincue que c'était très important qu'elle le fasse parce que c'était son rôle social à elle, qu'aujourd'hui, elle vivait encore pour être utile, en fait, pour sa population, puis c'était sa façon d'être utile à elle, c'est d'aller travailler tous les jours. Se sentir utile, je pense que c'est vraiment important ce que tu dis parce que beaucoup de personnes qui prennent leur retraite se sentent plus utiles, ils tombent en dépression. Puis là, ils se recherchent des mandats. Tu sais, on a besoin, dans nos besoins de base, justement, de se sentir utile. Oui, mais les Japonais allaient plus loin là-dessus, en fait, sur un concept qui a été beaucoup promu, en fait, par les gens qui font du développement personnel sur les réseaux sociaux là, et les coachs santé, c'est ce qu'on appelle l'ikigai. Les Japonais sont convaincus que dans leur vie, leur rôle sur la Terre va leur être dévoilé. Mais ce rôle-là, c'est un parfait alignement entre leur passion, leur capacité, en fait, dans la vie et ce qu'ils font de leur vie pour gagner leur vie de tous les jours. Donc, bon, la raison, elle peut être multiple en tant que telle. Une chose est sûre, ça en prend une. Et là, l'engagement social aussi, quand on parle d'engagement social, bon, il y a des gens qui vont penser, ah oui, mais moi, j'en ai de la vie sociale de qualité. Une fois toutes les 3 semaines, j'ai un bon couple d'amis qui vient super à la maison. Ah, mais ça marche pas, là. Je veux dire, les gens des populations centenaires, c'est un engagement social tous les jours. C'est des gens qui ont une vie sociale de qualité permanente. Ils vivent en communauté, ils vont prendre un café sur le coin. Donc, on les voit quand ils sont isolés. C'est ça, là, ils n'ont pas de pièces de théâtre, ils n'ont pas... Fait que c'est vraiment le tissu social qui est le plus important. Oui, puis ils vont souvent vivre aussi en intergénération. Ils vont souvent prendre soin justement des grands-parents. Ils vont avoir un grand respect pour les aînés. La place, en fait, qu'ils ont dans la société, que c'est extrêmement importante. Ils vont vénérer les aînés, en fait. Ils vont souligner la présence de la personne la plus vieille sur place quand ils ont un événement. C'est des pratiques duquel on devrait beaucoup s'inspirer. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup moins de leur état d'esprit, leur type de personnalité en tant que tel, que du reste des habitudes de vie. Puis d'après moi, c'est ça qui est le plus important. Tu penses que c'est plus important que l'activité physique, la nutrition? En fait, c'est que ça vient avec. C'est ça qui est drôle. C'est que les études ont montré que les gens qui développent ce type de personnalité-là, qui sont fondamentalement positifs, qui ont une grande qualité de la vie sociale, automatiquement, ils dorment bien, ils vivent très peu de stress, puis ils ont une grande capacité à avoir des saines habitudes de vie. Ça fait qu'ils vont être plus consciencieux par rapport à leur alimentation. Puis le fait qu'ils soient plus actifs dans la vie de tous les jours, vont être plus actifs tout simplement. C'est pas nécessairement des gens qui vont aller au gym, mais ils vont s'occuper de leur jardin, ils vont planter leurs fleurs, ils vont sortir. Ça va être des petites fourmis qui bougent à tous les jours. Dans gestion du stress, on sait que ça contribue à plusieurs problématiques de santé. C'est pas des gens qui vont faire du yoga, de la méditation nécessairement. Là, c'est juste d'être, comme tu dis, en communauté, allège le fardeau de la vie, puis fait en sorte que la vie est belle tout le temps, fait qu'on n'a pas de stress. Il y en a beaucoup là-dedans qui font de la méditation, oui, puis il y en a beaucoup en fait qui ont un côté spirituel très développé qu'on pourrait considérer être une forme de méditation aussi, en fait, parce qu'ils vont s'arrêter, ils vont donc prier leurs ancêtres, un peu les Japonais font ça, ils vont remercier les ancêtres. Dans les autres populations, ils ont tout eu un type de personnalité, de spiritualité aussi qui était impliqué dans leurs habitudes de vie. Donc, c'est quand même fascinant. Oui, on arrive à la fin, Éric, mais juste en terminant, là, maintenant qu'on sait ça, comment on fait pour transposer ce qu'on a appris de ces zones bleues, de alimentation, communauté, vie sociale, anti-stress, etc. Comment on applique ça ici au Québec là, puis au Canada? D'après moi, la première chose à faire avant tout, Isabelle, c'est d'essayer de développer leur type de personnalité. C'est ça la clé.
Parce Mais qu'à on partir change du moment pas où... de personnalité. Tu sais, même quelqu'un, 70 ans, tu changes de personnalité, tu vas vivre 100 ans. Mais si, mettons, il est toujours bougon, puis comment tu changes ça, une personnalité? Ah, écoute, c'est ça peut évoluer, la personnalité. Puis on pourra en rediscuter. Mon ami Tony Fournier, en fait, un psychologue de la région de Rimouski, qui m'a donné beaucoup de questions, de conseils sur cette question-là. Ça va être passionnant, on en reparlera ensemble. On en reparle, OK? Comment adopter cette personnalité? Comment changer de personnalité pour vivre 100 ans? Ça, c'est un prochain sujet. Merci beaucoup, Éric Simard. J'invite les gens à te suivre, simard.com. Tu as aussi ton blog Vitoli et tu es président d'IDEM Technologies. Merci beaucoup. À bientôt. C'est un plaisir. C'est ce qui conclut l'émission. Une autre belle émission. Je suis vraiment contente. J'ai des invités d'exception comme chaque semaine. Merci beaucoup à la recherche. Marianne, Florence, Amélie et Jean-Philippe à la mise en onde. On a une magnifique équipe ici à Cube. Alors, à la prochaine.